Bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre plateforme. Ce soir, vous faites partie de l'équipe Regard Neuf. Vous êtes tous des Regards Neufs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous avons vraiment besoin de votre aide pour élaborer cette question sur les mots qui rassemblent et les mots qui séparent. C'est une question très vaste. Bien sûr, nous ne pourrons jamais citer tous les mots qui nous touchent négativement ou positivement. Mais au moins, nous pouvons essayer de sélectionner les mots les plus fréquents, les plus perturbants, les plus agaçants, sans oublier les plus amusants, ceux qui créent une ambiance positive qui avantage le vivre ensemble. Pour la rencontre d'aujourd'hui, nous nous limiterons aux deux langues, arabe et français. Comme j'ai pu le dire dans le passé, un mot peut se transformer en fleur ou en arme. L'évolution et l'échange des lexiques entre les langues fait partie de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de l'homme avec un grand H. Certains limitent la langue à l'espace géographique dans lequel elle est née. Michel Serres écrivait dans son ouvrage Défense et illustration de la langue française aujourd'hui, publié en 2018, un pays qui perd sa langue perd sa culture. Un pays qui perd sa culture perd son identité. Un pays qui perd son identité n'existe plus. C'est la plus grande catastrophe qui puisse lui arriver. C'est l'opinion remarquable d'un grand connaisseur de la langue française. Mais l'échange entre les langues, l'apparition de mots et la disparition d'autres, l'évolution en réalité, peut-elle être considérée comme une perte? Beaucoup de mots ont été les ambassadeurs de cultures, d'opinions et de perceptions différentes. Ce soir, c'est à vous que revient de mettre ces ambassadeurs en valeur. Dites-nous quels sont les mots que vous entendez fréquemment dans les médias ou dans le quotidien dont vous voudriez connaître les racines. Trouvez-vous que ces mots nous rassemblent ou plutôt nous séparent? La parole est à vous, je vous en prie. Alors, nous avons imaginé cette rencontre comme une conversation, donc n'hésitez pas à prendre la parole avec beaucoup de simplicité, voire d'érudition, puisque je sais qu'il y en a qui sont très calés en langue. Donc, merci pour cette merveilleuse introduction, Amal. Est-ce qu'il y a tout de suite des mots qui vous viennent à l'esprit, qui nous rassemblent, qui nous séparent, qui nous émeuvent, qui nous amusent, a-t-elle dit? Qui se lance? Alors, je veux bien me lancer, si vous voulez. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, François Brossard, je suis médiateur interculturel, ce qui recouvre un certain nombre d'activités que je ne vais pas détailler. Mais en l'occurrence, je m'intéresse effectivement au dialogue entre les cultures. Et pour dialoguer entre les cultures, on a besoin de mots. Et tout l'enjeu, évidemment, c'est d'utiliser des mots qui puissent être non ambigus, qui puissent être compris et ne pas véhiculer précisément de malentendus. Alors, il y a beaucoup de mots en français et je peux m'appuyer peut-être un peu sur, évidemment, notre actualité contemporaine, tout simplement lorsqu'on allume la télévision ou l'Internet. Bon, il y a un mot qui me parle et qui m'interroge en même temps, c'est celui de discrimination. Voilà, c'est ce terme de discrimination dont j'aimerais connaître véritablement l'origine, la formation, même si j'ai déjà quelques informations à ce sujet, mais peut-être n'est-ce pas encore le moment d'en parler, puisque à ce stade, si j'ai bien compris, nous en sommes simplement à une sélection de mots, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exactement ça. Merci beaucoup pour cette première proposition de discrimination, donc dans la catégorie des mots qui nous séparent, hein, ça c'est assez net. Je crois que Sarah, tu voulais prendre la parole, je t'ai vu lever le bras. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, comme a pu le faire François, et puis nous proposer ton Alors, je m'appelle Sarah Ramer et je suis professeure retraitée de littérature comparée, français-arabe.
Et donc, je suis très contente de l'initiative de Regard Neuf et particulièrement sur la question des mots qui nous séparent et qui nous rassemblent, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup enseigné, parce que ça fait partie de ma recherche qui est sur l'influence de la culture et de la littérature arabe sur la littérature française au Moyen-Âge. Et des mots qui, à mon avis, sont importants à prendre en compte, c'est même le mot islam lui-même, le mot croisade. Je vais en donner 4 en fait pour ces mots qui sont très, à mon avis, qui sont électrifiants quand on les entend. Donc islam, croisade, jihad et terrorisme, qui sont souvent donc associés à la civilisation arabe ou musulmane, en France en particulier, mais bon, au travers du monde, et qui, je pense, serait très important à mieux comprendre et à mieux connaître leur origine. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Sahar, mais je me sens directement interpellée parce que pour moi, djihad, c'est forcément quelque chose de négatif. Donc, ça peut être un autre sens, mais j'en ai absolument aucune idée. C'est forcément quelque chose de très, vous avez dit électrifiant, électrisant, pas électrifiant. Et c'est vrai que pour moi, c'est à fleur de peau. C'est quelque chose. Pour moi, c'est associé à un massacre, à la mort, à ceci. Donc, ça mérite des explications. Tout à fait. Merci beaucoup, Sarah, pour ces propositions. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir? Alors, peut-être Catherine? Mon micro. Catherine, oui, voilà. Oui, bien sûr. Alors, déjà, je me présente, Catherine. Je suis franco-égyptienne, égyptienne par acquisition. Je vis au Caire et j'étais maître de conférence et j'ai un doctorat en sciences du langage. Donc, je suis concernée par tout ce qui est interculturel. Bien sûr, je suis très concernée par tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, en France, bien sûr, en particulier. Tout ce dialogue interculturel me touche énormément et vraiment toutes mes félicitations pour l'initiative magnifique de Regard Neuf. Même si j'ai pas pu beaucoup participer depuis le début, mais je suis et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, les mots, alors, moi, j'ai travaillé sur pas mal de mots, j'ai aussi qui m'interpellent. Et effectivement, c'est tous les mots qui sont en relation avec l'islam. Donc, j'avais sélectionné les mots comme djihad, terrorisme aussi, islamisme, parce que je trouve que, voilà, en fait, islamisme, fondamentalisme, terrorisme, qui sont des mots qui sont très, très lourds, qui sont très chargés, très, très, très connotés à l'heure actuelle et dont on a oublié très souvent le sens premier. Donc, c'est le glissement sémantique des termes qui m'interpelle, des termes qui sont pas forcément négatifs au départ, comme d'ailleurs Christine disait le djihad. Le djihad dans l'islam n'a pas forcément une connotation négative, tout au contraire. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, il y a même un néologisme qui est le djihadisme, alors qu'avant, le djihad, c'était simplement le djihad. Donc, on pourra reparler de ça, bien sûr. Bon, je ne vais pas empiéter si Sahar l'a choisi, mais bon, voilà, j'ai des mots aussi qui sont très lourds de sens, en fait. Et qui, malheureusement, sont souvent négatifs, alors que ce n'est pas obligatoire. C'est quand même étonnant que les 3 premières personnes que j'ai interrogées, dont 2 sans qu'elles sachent qu'elles allaient être désignées, vous avez tout de suite envisagé le versant négatif. Donc, je vous rappelle que c'était aussi les mots qui nous rapprochent et pas uniquement qui nous séparent. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres choix. Et si quelqu'un souhaite prendre la parole, qu'il n'hésite pas, sinon je peux la distribuer aussi avec plaisir. Alors, je propose à Marois, qui vient de nous rejoindre, de faire ses propositions. Il faut retirer votre micro, le débloquer, et puis vous présenter rapidement. Alors, je me présente, je m'appelle Marois Alamis, je suis entrepreneur en Côte d'Ivoire.
Donc, de par mon parcours un peu international et mes origines un peu mixtes, je remercie déjà Harim de m'avoir accueilli dans ce regard neuf. C'est ma première fois, donc je pensais être une personne qui écoute plus que prendre la parole. Vous avez mentionné un point, c'est l'aspect négatif en fait des termes que nous utilisons. Malheureusement, moi aussi, j'ai des termes un peu, je ne dirais pas à connotation négative, mais avoir vécu à cheval entre l'Afrique, en ce moment je suis en Côte d'Ivoire, le Paris, la France, donc on a déjà un clash culturel entre l'aspect africain et l'aspect européen. D'origine jordanienne, donc j'ai vécu quand même 10 ans en Jordanie, et cette mixité de culture et surtout les termes de langue arabe de base qui sont mal interprétés aussi bien dans la langue française que même entre nous, les Arabes. Donc, dès que vous m'avez donné la première, parole, le premier mot qui m'était arrivé, c'était le terme arabe. Donc, on a pas mal de. C'est ambigu, hein, quand on parle arabe, on mélange les Arabes avec la religion, que ce soit musulman ou chrétien, alors que les Arabes sont différents que les musulmans et chrétiens. Voilà, c'est qu'un seul mot qui veut dire beaucoup de choses. On peut en parler longuement. Donc, je suis désolée, j'ai pas autant, mais c'est un terme qui est aussi bien positif que négatif. Voilà, que j'aimerais bien vous écouter parler de ça et peut-être partager mon expérience de comment j'ai été mise dans des situations délicates, positivement parlant que négativement avec le terme oui, je suis une arabe. Voilà. C'est vrai Voilà. qu'a priori, on n'a pas l'idée de vous qualifier d'arabe, puisque vous ne faites pas partie. On est dans le stéréotype, hein, c'est ce que vous étiez en train de dire. On met dans une boîte, voilà. On met dans une boîte, et donc vous ne correspondez pas à ce que les gens ou la majorité peuvent attendre. Et donc, je suppose qu'ils sont surpris quand vous dites oui, je suis arabe. Oui, parce que quand on est dans une culture mixte, dans une société en Afrique, on a l'avantage, comme certaines grandes villes, d'être en contact avec des gens un peu partout du monde, parce qu'on a beaucoup d'expatriés en fait. Hein. Donc ici, oui, je viens de la Jordanie, les pays arabes, ils sont magnifiques, et bien entendu, on parle des échanges culturels et les comparaisons, mais toujours dans l'aspect positif. Mais dès que je tombe à Paris, déjà, je n'ai pas l'accent, on sent bien que je n'ai pas d'accent quand je parle français, je peux très bien m'intégrer dans la région Île-de-France, et que quand on me demande d'où je viens, parce que physiquement parlant, etc., je ne donne pas l'aspect stéréotype, et vous êtes une arabe, avec l'expression un peu péjorative. Donc souvent, oui, quand on est confronté à des cultures, des intercultures, etc., on a le terme même, le mot arabe qui veut rien dire et en même temps tout, mais dans certaines conditions et comment les médias ont inculqué les définitions propres à eux-mêmes à ce terme-là, on est un peu, on reçoit le résultat, je veux dire, l'impact ou voilà. J'ai qu'un seul mot. Oui, mais il est fort. Vous pouvez partager quelque chose, mais merci, il est très fort. Alors, voilà. Je pense que ça peut être intéressant de voir. Je parle là aussi sur un stéréotype et j'ai l'impression que Serge, ça fait pas trop arabe. Donc, j'ai l'impression que Serge, c'est plutôt un prénom français. Donc, est-ce que vous pourriez me donner vos mots, Serge, et puis vous présenter, s'il vous plaît? Ah, vous avez le micro coupé. Alors, si vous avez un souci, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Alors, je crois que il a mis Radwa et Serge, les deux, ils ont mis leurs mots sur le chat. D'accord. Alors, c'est bon, ils ont des problèmes de micro. Tu vas être leur porte-parole. Oui, je vais être leur porte-parole. Alors, Serge, il dit que je suis étudiant et je suis ravie de pouvoir vous partager ce soir des mots qui, selon moi, peuvent nous séparer ou qui peuvent nous rassembler. Les voici. Pour les mots qui nous rassemblent, j'ai pensé à amour, famille et amitié. Ils paraissent banals, mais ils, selon moi, sont des dénominateurs communs à tous les humains sur Terre.
Peu importe le pays d'origine, la religion, le statut social, ces mots parlent à tous les hommes, pardon. Sans l'exprimer, on peut comprendre rien qu'en le voyant. L'amour que porte un être à un autre, la complicité des membres d'une famille et les liens qui unissent un groupe d'amis. On peut facilement comprendre une personne qui exprime ses sentiments et s'identifie à lui. Ensuite, pour les mots qui peuvent nous séparer, si j'ai bien compris, Serge, ici, tu as mentionné des mots qu'on peut les comprendre sans les verbaliser, sans les dire, c'est ce que tu veux dire? C'est que, bon, pas tous les mots sont prononcés, pas tous les mots doivent être compris à travers les lettres, c'est ce que tu voulais dire. Et puis bon, ensuite, tous les mots qui peuvent nous séparer, je pense à des mots qui, paradoxalement, unissent certains comme tradition, religion ou culture. Tout bêtement, car certains êtres humains ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent ou ne vivent pas. Ils ont peur de l'inconnu et de ce qui est différent. C'est pour ça que des actions comme celle de Regard Neuf, merci, qui permettent entre autres de partager la connaissance de tous, permettent au final de mieux se comprendre et donc de se rassembler. Un riche témoignage de la part de Serge qui a donné beaucoup de mots et qui a essayé de peser le pour et le contre. On sent qu'il a voulu voilà. équilibrer. En revanche, moi j'ai été frappée parce qu'il a pris des termes très génériques à chaque fois et donc il a mis, me semble-t-il, du côté négatif, le mot tradition et culture. Et c'est un choix pour le coup relativement surprenant qui mérite discussion et débat. Est-ce que ça veut dire que la culture, une mauvaise culture, qui ne serait pas du tout, au contraire, une culture qui cultive, mais une culture qui enferme, ça peut nous séparer? Je pense que c'est un petit peu le sens de ce qu'il veut dire, et on est obligé d'interpréter. Et il a mis en revanche 3 mots, une belle répartition de 3 termes, amour, famille et amitié. Ce sont des termes qui devraient être des dénominateurs communs, mais on sait bien que là, c'est dans un monde idéal. Merci beaucoup pour ce témoignage, Serge. Merci, Serge. Alors, pour Radwa, elle avait mis, elle aussi, sur le chat ces mots. Alors, Radwa se présente, elle est linguiste. Elle dit, je suis linguiste, je suis intriguée par la fréquence du mot voile dans les médias. Je crois que c'est certainement un mot qui divise non seulement entre musulmans et non-musulmans, mais intra-musulmans aussi. Tout simplement, j'aimerais bien parler de ce mot qui constitue un tel outil politique pour diviser. Et elle essaye de faire l'équilibre. Elle aussi, elle dit un mot qui nous réunit pour moi et peut-être couscous. J'aimerais bien savoir d'où vient le mot. Elle veut savoir les racines du mot couscous. On a beaucoup de linguistes parmi nous. Je pense qu'il y en a qui le savent certainement d'où il vient le mot voile. Oui, bon, ici, je voudrais juste dire une petite remarque que, bon, parmi nous, on doit profiter de ce groupe de linguistes, voilà, qui honorent Regard Neuf ce soir, parce que, bon, vous avez proposé les mots, oui, très bien, mais vous pouvez aussi élaborer le sujet, vous pouvez nous aider à trouver les racines de ces mots. Alors, n'hésitez pas à ajouter vos remarques, à nous faire un petit cours de linguistique, là, pourquoi pas. Il me semblait que Sarah allait se lancer sur le mot voile. Non, je n'allais pas me lancer pour l'étymologie du mot voile. Je pensais simplement que c'était un super sujet très important qui peut-être mériterait sa propre conférence sur Regard Neuf, plutôt que dans un contexte peut-être de linguistique, parce qu'il est énorme. Je suis complètement d'accord avec la proposition de ce terme, mais ça serait très difficile de le faire, de lui rendre justice en juste quelques phrases. C'est tout. Voilà. Merci. Alors, Mebarek demandait la parole, donc je la lui accorde avec grand plaisir. Merci bien. Alors, moi, c'est Mebarek Mouloud. Je suis étudiant à l'Université de Paris en informatique.
Je vous remercie pour l'invitation d'aujourd'hui. Notamment, je suis une personne qui est abonnée à la chaîne depuis ses débuts, donc je suis chaque jour les conférences. Et c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Alors, j'ai choisi aussi des mots qui nous rassemblent et aussi des mots qui nous désunissent. J'ai d'abord voulu chercher plus le mot qui a été le plus fréquent utilisé par rapport à une année, qui est l'année 2020. Et j'ai trouvé que le mot gilet était le mot le plus utilisé, qui fait référence aux manifestations des gilets jaunes et tous les événements qui sont passés, notamment sur Paris et aussi sur toute la France. Et j'ai trouvé aussi que ce mot-là avait des origines arabes. Donc, je vous parlerai par la suite de plus en détail par rapport à ce mot-là. J'ai aussi vu aussi le mot somme qui est aussi utilisé par plusieurs jeunes, très couramment utilisé. Et ces deux mots-là sont des mots que je trouve qui sont négatifs, qui sont sujet de désaccord entre nous. Et pour un mot positif, j'ai trouvé le mot zénith, qui est aussi un mot arabe et qui est aussi issu de la culture et qui en fait prouve un peu une certaine période où il y avait l'apogée de la culture arabe et de la civilisation islamique à une certaine période. Donc j'ai trouvé que ces trois mots-là étaient assez intéressants à exposer aujourd'hui. Et vous avez raison, c'est un très très bon choix, vraiment extra. Merci beaucoup, quelle belle intervention. Alors c'est bizarre parce que moi je croyais que le somme c'était quelque chose de positif, mais apparemment je ne suis pas à la page. Il me semblait que c'était un mot jeune. Ça pour les termes de jeune, Christine, voilà, ça y est, bah non, le somme, non, il a le somme alors. C'est ça, moi j'avais l'impression que c'était plutôt positif, mais vraisemblablement non. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, Mebarek, sur le somme? Alors, dans la société, on l'utilise beaucoup plus pour refléter un état d'esprit qui est plus ou moins négatif, notamment quand on est soit jaloux, soit en colère ou juste dégoûté ou fatigué d'une certaine situation. D'accord. Ok, donc un peu avoir la haine. Voilà. Juste une remarque, es-soum en arabe, c'est le poison. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Si je peux me permettre. François, oui, François veut parler, oui. J'ai des enfants adolescents également, donc qui emploient souvent ce mot. Donc, je me suis un peu douté qu'il pouvait y avoir une origine arabe, parce qu'il y a beaucoup de mots du vocabulaire en fait adolescent d'origine arabe. Et j'ai trouvé en fait la racine sa'ima, qui veut dire être gêné, embarrassé ou de mauvaise humeur, enfin, dans cette idée-là, si vous voulez. Et j'ai été vraiment très heureux de découvrir cette origine de ce mot d'arabe vraiment, je dirais, littéraire, et de voir qu'en fait, ces mots d'arabe littéraire arrivent en fait dans la modernité du français. Et ça, je trouve que c'est une des facultés absolument incroyables des langues, de pouvoir faire des emprunts et puis faire naviguer à travers les cultures ces différents mots. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention. Jean-Louis a levé la main, donc je lui donne la parole. Ne pas oublier de retirer son micro, de réactiver son micro. Alors, on y est presque. Le micro, c'est tout en bas. Alors, si tu veux, Jean-Louis, ben, je te laisse le temps. Ah, c'est bon? Je te laisse le temps de tout rendre opérationnel. Et puis, Sahar aussi avait levé la main. Donc, je reviendrai vers toi juste après. Donc, Sahar. Oui, alors pour des mots qui rassemblent, donc Elsem, Saïma ou tout ça, c'est bien, c'est super. J'avais pas pensé à ce mot, donc je suis contente de l'entendre. Mais j'aime beaucoup aussi le mot gilet. Je suis très curieuse. Zénith, très intéressant aussi. Et je pense que il a bien raison de mentionner ces mots qui partent de leur origine au moment de la gloire islamique du Moyen Âge, donc du 8e, disons, au 13e siècle, parce qu'il y a énormément de mots scientifiques, tout aussi que gastronomiques, pas couscous, hein, que je sache, mais d'autres mots qui pourraient… Comment ? Zéro. Zéro, exactement, le mot zéro, le mot sucre, le mot coton, alcool, algèbre,
alchimie. Enfin, tous ces mots-là, je pense que sont très importants parce que c'est des mots qu'on utilise tous les jours et on ne se rend même pas compte qu'on parle presque arabe, mais d'une manière qui nous rassemble. On est bien content de pouvoir boire même du café, du qahwa, donc du café avec du sucre et d'avoir les avances en mathématiques que nous avons. Donc, je pense que ça, c'est des mots qui, moi, ils me réchauffent le cœur chaque fois que je les entends. Moi, je suis bien contente de voir aussi que la conversation est allée vers quelque chose de plus positif et qu'on arrive quand même à trouver des dénominateurs communs. Alors, je reviens vers Jean-Louis. Est-ce que cette fois-ci… Oui! Cette fois-ci, c'est parfait. Bonjour, Jean-Louis Faure, je suis le collègue de Christine, notre co-modératrice aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir participer à cet échange d'une richesse absolument insoupçonnée, insoupçonnable, car nous avons tous nos propres perspectives et c'est vraiment magnifique de voir toute la diversité de cet échange. J'étais à 100 000 lieues d'entendre tel ou tel mot qui pour moi n'était pas compris dans l'intitulé du sujet de ce soir, mais qui en réalité en font partie intégrante, bien sûr, il n'y a pas de hors-sujet. Je puis dire que pour le début, j'ai été, je dirais, un petit peu touché par le discours sur le mot arabe, avec ce verbe être. Nous parlons des langues, mais il y a le verbe en espagnol ser y estar, il y a l'essence et puis il y a l'accident. Et lorsque l'on dit effectivement à quelqu'un qu'il est quelque chose, ça devient réducteur et on l'enferme dans une propriété dont on ne veut plus ou dont on ne peut plus à ce moment-là le faire sortir. Et c'est donc là qu'on retrouve la discrimination. Alors pour continuer le travail sur les mots, en partant du mot arabe, eh bien on peut le renverser et arriver au rebeu ou au beurre. Et là, on retrouve le processus lexical et la richesse de la vie d'une langue qui assimile très bien une réalité pour se l'approprier et changer le sens des mots avec, oui, la connotation, la dénotation qui sont des principes fondamentaux, de sorte que eh bien, nous avons des différences à ce moment-là culturelles et historiques. J'ai été évidemment sensible au discours sur le mot du gilet. Cette histoire est encore un peu plus complexe, étant donné que le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray me dit que si c'est bien une origine de l'arabe maghrébin, qui signifie kazakh des captifs chrétiens chez les morts, ce mot est lui-même emprunté au turc, yelek, qui a désigné aussi un vêtement à manches amples et longues. Et cette perspective du mot arabe, nous l'avons intégrée grâce au passage de l'espagnol gileco. Donc on voit là l'histoire, en fait, c'est pas simplement une évolution phonétique, c'est toute l'histoire. Les mots véhiculent l'histoire, ils représentent une réalité que l'on trouve dans tel pays, et ces pays, parce qu'ils sont conquérants, ces pays, parce qu'ils arrivent à illuminer sur le plan culturel, font passer ces mots qui deviennent des réalités pour d'autres pays, pour d'autres langues. Alors, face à ce discours, dirais-je, sombre, pessimiste du début, en réaction, et puis aussi dans la continuité du mot amour, j'aimerais vous proposer le mot kiffer. Nous parlions de langage Jones. Le mot kiffer est un mot que l'on retrouve dans la bouche de nos adolescents. Il a une origine assez amusante, puisqu'il n'est pas rapproché du kiff que l'on a dans kiff-kiff, qui est l'adverbe comme, mais qui est évidemment la réalité, ce mélange de cannabis et de tabac, qui fait que lorsque l'on en prend, on est kiffant. On a le kiff, on est le kiff, et donc c'est l'attrait, l'amour, ou en tout cas peut-être l'addiction
à cette substance qui fait que l'on aime. Alors voilà, un mot d'amour, aussi paradoxal qu'il puisse paraître, à proposer, être kiff de quelqu'un, kiffer à donf, me dit le lexique de Jean-Pierre Goudaillet, comment tu tchatches, le lexique des Paris des banlieues, et qui traduit encore une fois la richesse lexicale, puisque l'on peut kiffer sur quelqu'un, kiffer de faire quelque chose, etc., etc. Et donc là, on voit la vitalité d'un langage qui oublie peut-être à un moment donné l'enfermement culturel, puisque ce sont les banlieues, avec une population qui est ghettoisée, pourrait-on dire, et qui va, par sa volonté peut-être d'en échapper, s'ouvrir avec une richesse lexicale qui fait le bonheur des linguistes, dont je fais partie. Donc voilà un petit parcours que un je mini voulais exposé partager. Spontanément tiré de ta culture générale. Tu as oublié de dire qui tu étais par rapport aux langues. Quel est ton lien aux langues? Alors, je suis un docteur en sciences du langage. J'ai travaillé sur l'intertextualité, mais surtout aussi le bilinguisme. La culture arabe m'intéresse parce qu'elle est très proche géographiquement d'une culture que j'ai beaucoup étudiée, la culture copte, pour des manuscrits sur papyrus, sur parchemin, que j'ai pu étudier sur place au Caire à l'Institut français d'archéologie orientale sans pour autant en avoir été le pensionnaire. Et c'est vraiment de l'histoire tout autant que des réalia qui me poussent aussi à entendre la musique des mots, l'évolution sonore qui fait que l'on a plaisir ou hélas déplaisir pour tel ou tel mot à prononcer ces mots, à les entendre danser dans nos oreilles. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Et je donne la parole à François qui l'a demandé. Oui, et je vous remercie de me la donner. J'ai mentionné un mot qui est un mot un peu électrisant. Merci pour cette jolie formule. Je voudrais donner maintenant le mot un mot qui peut nous rassembler, en tous les cas en apparence, qui est sans doute un peu plus ambivalent, ambigu qu'on ne peut le penser, c'est celui de désir. Le désir. En l'occurrence, on parlait tout à l'heure d'astronomie. J'ai découvert récemment que le désir avait à voir avec les étoiles, avec les astres en particulier. Et alors, je ne sais pas s'il est l'heure d'élaborer, mais le désir, en fait, voilà, est lié au mot désastre. Et dans le mot désastre, on a le mot astre. Et peut-être, lors de notre prochain échange, on pourra un peu élaborer sur ce désir qui rejoint la notion d'amour que vient de mentionner Jean-Louis et qui recèle peut-être autant d'élan vital que de désillusion, que de déception, et qui est certainement la force motrice qui nous rassemble, peut-être au-delà de tous les débats, cette notion de désir. Et je voudrais vous prier de me permettre de quitter la scène pour ce soir. Je vais devoir vous quitter. Je ne l'ai pas fait au début. Alors, je voudrais vraiment vous remercier pour votre invitation et puis vous féliciter aussi, je l'ai déjà dit à Madame Amir, de cette belle initiative que vous portez tous ensemble. Et merci encore une fois de m'y accueillir. Avec votre permission, je vais demander la route. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver donc prochainement. Merci pour votre intervention. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Sama, j'aimerais bien, puisque tu fais partie de la jeunesse et on est ravis d'avoir des jeunes, on est ravis d'avoir tout le monde, hein, bien évidemment, mais d'avoir des jeunes, ça fait très plaisir. Est-ce que, Sama, tu pourrais nous donner un petit peu les mots auxquels tu avais pensé? Oui, moi j'ai pensé pour les mots qui nous séparent. Et la première chose, c'était voile aussi, mais on a dit ça. Et immigration, ou bien immigré. Du côté des mots qui nous rassemblent, c'était bouffe. Ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où ça vient.
Mais déjà, la nourriture, elle nous rassemble tous, tout le monde, toutes les cultures, races, religions, etc. Donc, voilà. Et le mot fête, mais voilà, c'est tout. Est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce que tu es, Sama, et qui tu es? Ah oui, désolée, je dois me présenter. Je m'appelle Sameh, je suis égyptienne et je suis en Île-de-France. Je suis étudiante en lettres modernes. Donc, je m'intéresse beaucoup aux langues, mais je suis pas linguiste. On va pas te le reprocher, hein, ne t'inquiète pas. C'est juste parce que oui, lettres et linguistique, c'est pas la même chose, bien sûr. Oui, d'accord, très bien, effectivement, pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, je crois que Amal va être de nouveau la porte-parole pour Maïnour. Oui. Alors, Maïnour, tu as un mot à proposer. Est-ce que tu vas pouvoir Elle a écrit dans le chat, en fait. Micro? Oui, elle a écrit dans le chat, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as un problème pour activer le micro, Maïnour? Bon, bah, il paraît qu'elle n'arrive pas à activer son micro, je ne sais pas. Alors, bon, Maïnour, elle fait partie de notre équipe Regard Neuf depuis une semaine. Et bon, elle est étudiante en droit à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est égyptienne aussi. Et elle trouve que ses amis à l'université utilisent beaucoup le mot miskin ou miskina, qui est une expression très populaire pour dire que quelqu'un est pauvre. Alors, bon, là, j'ai juste une remarque ici, Maïnour. Bon, le mot miskin ou miskina, ça dépend, tu le dis où. Par exemple, dans les pays du Maghreb, j'ai trouvé qu'ils utilisent ce mot très souvent, même pour dire chéri, parfois ils disent miskin. Ou par exemple, quand je vois quelqu'un et vraiment je sens que bon, je sens une affection pour cette personne, je dis miskin. Alors pour nous, en Égypte par exemple, vu que je suis d'origine égyptienne, quand on dit miskin, c'est vraiment pour quelqu'un qui est pauvre. Alors bon, la première fois quand quelqu'un m'a dit miskin ou miskina, il l'a dit sur une dame. Bon, j'ai trouvé que la dame, elle va très bien, mais pourquoi elle n'a pas arrêté de répéter miskin ou miskina. Mais finalement, j'ai compris que c'est pas vraiment, ça n'a rien à voir avec la pauvreté là, du matériel. Non, c'est juste que bon, on a de l'affection. Alors. Par contre, moi, j'ai une question parce que bon, là, malheureusement, François, il est parti. Il a parlé de discrimination. Est-ce que un des linguistes qui nous honore ce soir peut nous parler un peu de ce mot, discrimination? Alors, vous pouvez soit lever la main, soit prendre la parole spontanément, n'hésitez pas. Oui. Je ne vois pas de main qui se lève. Peut-être le temps de la réflexion. Oui, peut-être. Oui. D'intervenir à chaud. Alors, je vois aussi qu'il y en a qui sont présents et qui n'ont pas encore pris la parole. Si vous souhaitez la prendre… Ah, voilà, Radoua souhaite la prendre. Eh bien, Radoua, c'est avec plaisir. Nous écoutons. À Radoua, votre micro est coupé. Donc, il faut le démuter, comme on dit maintenant. Il faut activer le micro Radoua. Voilà, et en cliquant dessus tout simplement en bas. Oui, elle a mis, je suis désolée, il paraît que bon, elle a vraiment un problème avec son micro. D'accord, donc à ce moment-là, tu vas être de nouveau sa porte-parole, Amal? Oui, mais bon, j'attends en attendant qu'elle réponde sur le chat. Là, est-ce que quelqu'un d'autre a un mot qui le chante ou qui l'agace? Voilà. Alors, pour préparer cette émission, on avait réfléchi avec Amal à des mots
Et à aucun moment, j'avais pensé aux mots qui ont été donnés. Et la surprise qu'a évoquée Jean-Louis, bah, c'est exactement ma surprise aussi. Parce que moi, j'étais tout de suite allée vers des mots arabes, comme un chouïa, par exemple. Parce que je m'étais aperçue par hasard qu'un chouïa, que j'utilisais tous les jours depuis que j'étais petite, c'était un mot arabe. Et vraiment, j'étais tombée des nues. Et en discutant aussi à gauche et à droite, c'était plutôt des mots qu'on entendait maintenant comme Inch'Allah, que je dis très facilement, pratiquement tous les jours. On fera ça, Inch'Allah, sans même y réfléchir, tellement c'est intégré à ma culture. Et le Inch'Allah, il résonne différemment à mes oreilles, puisque maintenant on n'entend plus que le Allahu Akbar, qui est un petit peu dans une perspective diamétralement opposée. C'est toujours un petit peu l'influence de Dieu qui va guider notre destin, mais pas du tout le même destin. Et autant, je pense qu'à l'origine, je n'en sais rien du tout, ils étaient peut-être équivalents, en tout cas ils avaient la même portée symbolique, et maintenant plus du tout. Donc c'était simplement une intervention pour dire que je n'avais pas imaginé les mots que vous avez apportés, qui sont très intéressants. Hein. J'ai vraiment beaucoup apprécié Marwa avec son arabe, Mebarek avec son zénith. Enfin, c'était tout à fait surprenant. Mais pour moi, les premières idées, c'était quels sont les mots arabes qui font partie de notre culture et qui sont à la fois tellement intégrés qu'on n'en a plus conscience et à la fois tellement marqués qu'on a envie de s'en débarrasser. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs mains qui sont levées. Et Iman, c'est à toi. Oui, bonjour. Moi, j'ai plusieurs mots que j'avais partagés avec Amal déjà. J'avais islamiste, radicalisation, intégrisme, djihad, niqab, voilà. Ok, alors djihad, on l'a déjà, ils ont déjà cité djihad, mais niqab, voilà, niqab et radicalisation. Oui, islamiste. Islamiste, oui, on l'a déjà cité aussi. Et vraiment là, niqab niqab, c'est un, voilà, oui, comme mot d'arabe, comme mot arabe utilisé souvent dans les médias. C'est vraiment, tu as fait un très bon choix, Imen. Hein, merci beaucoup. Et radicalisation, vraiment maintenant, même moi, maintenant, j'ai perdu le vrai sens du mot radicalisation. Absolument. Et peut-être qu'on pourrait aussi... Mais ça y est, c'est bon, j'ai perdu le sens. Tu as tout à fait raison de choisir ces mots-là. Oui. Et peut-être qu'il faudrait aussi expliquer ce que arabe veut dire. Parce qu'il y a souvent. Oui, ça a déjà été dit par Marwa. Okay. D'accord, pardon. Ça marche. Alors, Catherine a demandé la parole et puis ensuite, ça sera Jean-Louis. Oui, donc je voulais juste rebondir donc sur ces nouveaux mots. Alors aussi sur le fait qu'effectivement les mots que j'ai pu proposer étaient effectivement assez négatifs. Et en fait, ma perspective, elle est pas négative, elle. Ma perspective, c'est de traiter des mots qui effectivement sont négatifs et qui, pour moi, sont un peu, bon, je vais dire un terme un peu fort, mais qui polluent un peu le vivre ensemble, la relation, qui détruisent justement, qui opposent, alors qu'en réalité, ça concerne que vraiment une extrême minorité, tous ces termes. Donc, comme ceux qui viennent d'être cités, qui ont été cités plusieurs fois, djihad, islamisation, islamisme, radicalisation, tous ces termes-là, effectivement, ils sont négatifs, mais je crois que c'est important d'en parler dans la mesure où il faut arriver à aller contre cette négativité, montrer justement que c'est, comment dire, qu'il y a un détournement en fait. Et moi, je voudrais rebondir aussi sur le terme Inch'Allah. Moi, bien sûr, qu'on utilise énormément dans les pays arabes et qui est passé effectivement dans le langage courant. Et bon, moi, alors, je vais dire quelque chose, peut-être pas là sur les personnes qui sont sur le chat, mais je parle pour l'ensemble de la population. C'est que énormément de gens l'utilisent alors que dans les pays occidentaux, on a quelque part une perte de la foi ou du côté religieux et les gens l'utilisent un peu comme ça d'une façon, enfin bon, ça peut être intéressant.
Et puis, effectivement, le Allahu Akbar, qui est un terme, enfin une expression qui, dans les pays arabes, est tellement spontanée et qui exprime tellement de choses autres que ce qu'on veut lui faire dire, parce que maintenant, en Europe, en France, on associe Allahu Akbar au terroriste qui va se faire exploser, qui va tuer des gens, qui va semer la terreur. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et j'y ai pensé très récemment quand il y avait le bateau qui était bloqué dans le canal de Suez. J'écoutais une vidéo et au moment où ils ont réussi à faire bouger le bateau, il y avait le capitaine d'un des bateaux pilotes qui faisait bouger le bateau et qui était tellement content et qui était là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et c'était tellement positif, c'était pas du tout le côté terroriste. C'était tellement positif parce qu'Allahu Akbar, c'est en fait, je demande c'est un cri de victoire et je demande en fait la puissance de Dieu pour m'aider à faire quelque chose et c'est en général c'est positif. Donc effectivement là encore en fait, donc c'est un terme, une expression qui est détournée en fait. À cause de certaines situations que l'on vit malheureusement. Donc voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus sur le choix des termes, effectivement. Bon, moi je suis partie peut-être aussi parce que je vis pas régulièrement en France et que je vis les choses avec un point de vue, comment dire, un peu différent parce que quelque part, même sur sur ce qui se passe en France, j'ai un peu un regard extérieur, même si c'est mon pays, que tout ce qui se passe me touche énormément, mais que je le vis un peu comme venant, de l'intérieur d'un pays arabe, puisque je vis depuis très longtemps en Égypte. Donc voilà, c'est un peu, je voulais expliquer ça, c'est tout. Merci pour ce témoignage et ces éclaircissements. Je veux juste te dire que tu es très bien placée pour choisir ces mots, hein, parce que vraiment, tu vis les deux cultures, tu vis les deux civilisations, tu vis les deux langues et tu as de l'affection soit pour cette culture, soit pour l'autre, ça c'est sûr. Alors, tu es très bien placée hein, pour parler de ça. Merci beaucoup, Amal. Alors, Jean-Louis voulait intervenir et puis ça sera Sama ensuite. Oui, revenir sur le mot radical et radicalisme, c'est assez paradoxal, je dirais une petite ironie de l'histoire, de penser que radical dans le milieu du 19e siècle voulait dire républicain. On est toujours le radical en fait de quelqu'un, on se pose par rapport à un autre, ou on s'oppose par rapport à un autre en se posant. Et donc, face à l'empereur Napoléon III, les radicaux n'étaient autres que des personnes qui militaient pour le retour à la République, aux sources, à la radix, à la racine. En ce qui concerne Inch'Allah, ça me fait penser à une chanson certes datée, d'un certain Salvatore Adamo, qui termine sa chanson par deux mots. Donc le dernier vers de son dernier quatrain est celui-ci: assez de sang, salam, shalom. Pour montrer que peut-être aussi les rivalités historiques, les combats sanglants par rapport à la Palestine, puisqu'il est question de Jérusalem dans sa chanson, ces rivalités se retrouvent dans les mots, mais avec une certaine parenté linguistique. On est avec une branche sémitique entre l'hébreu et l'arabe, qui montre que oui, les mêmes mots traduisent, les mots ont une histoire, une généalogie commune, et qu'à un moment donné, il n'y a peut-être plus de raison, si on regarde cela, d'opposer ces factions, ces rivalités, et tout le monde devrait pouvoir, entre Sem et Shem, entre Salam et Shalom, se retrouver. Et donc le Inch'Allah, qui termine et qui ponctue
cette chanson qui revient à plusieurs reprises jusqu'à la fin de la musique, c'est aussi une lueur et un souhait d'espoir. Donc il y a le fait culturel et puis ce que l'on en fait. Et là, le mot devient la réalité d'autre chose, de ce souhait de paix qui puisse, à un moment donné, régner entre ces deux nations qui étaient rivales dans ces années-là. Donc voilà, c'était juste encore pour continuer ce brainstorming d'association d'idées en association d'idées. Merci beaucoup pour cette intervention toujours intéressante. Sama, je crois que tu voulais reprendre la parole. Allô? Alors, tu avais la main levée. Je crois que vous m'entendez. Alors, Radwa voulait intervenir. Oui, voilà. C'était par rapport à Allahu Akbar, parce que quand Christine a dit qu'en Égypte, on l'utilise vraiment spontanément, et ça m'a fait réfléchir quand un match et l'équipe elle score, etc. Donc c'est Allahu Akbar, on a gagné, etc. Donc c'est toujours félicitations, mais aussi parfois c'est si je donne un compliment à quelqu'un, donc je dis Allahu Akbar sur toi, tu as fait ça, tu es intelligent, tu es toujours dans le positif pour avoir la bénédiction, pour avoir ou parce qu'on a déjà reçu la bénédiction de Dieu, etc. Donc c'est vraiment dans cette partie que voilà, la culture arabe vraiment liée à la religion musulmane bien sûr, mais aussi en général. Donc oui, je voulais ajouter ça. Précision extrêmement utile, bien évidemment. Alors, Radwa souhaite intervenir, donc je pense que ça sera toujours avec un problème de micro. Donc je crois que c'est Marwa, c'est pas Radwa. C'est Marwa, c'est pas Radwa. Ah, pardon, je pensais que c'était Radwa. Parce que Radwa a la main levée. Allô? Alors, oui. Donc, Radwa, est-ce que vous pouvez intervenir ou pas? J'ai perdu le fil de ma pensée, ça va me revenir. Pas de problème, ne vous inquiétez pas, parce que comme je l'ai dit, c'est une conversation et toutes les pensées sont les bienvenues parce que une idée en entraîne une autre et on n'a pas la même perception du langage. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Sama parce qu'elle est revenue à quelque chose de joyeux et de positif, alors qu'il est évident que moi, si quelqu'un se met à crier « Allahu Akbar » à côté de moi, je vais sauter à plat ventre en me disant « Mon Dieu, il y a quelque chose qui va exploser » et non pas « On a gagné » ou « Vous êtes la plus belle ». Donc, c'est tellement déformé qu'on a des perceptions, mais diamétralement opposées. On est dans deux mondes complètement distincts. Alors, bon, moi, il y a un mot qui me vient là, le mot « maboule ». Le mot maboule, c'est un mot, bon, voilà, si on cherche l'origine, c'est un mot arabe et que, bon, alors maintenant, on l'utilise. Je ne sais pas, est-ce qu'il était utilisé depuis longtemps ou pas? Parce que pour moi, par exemple, moi, je vis depuis, bon, plus de 20 ans, depuis 22 ans, 23 ans en France. J'avoue qu'avant de venir ici, malgré le fait que je parlais français avant de venir, mais je ne savais pas du tout qu'il y avait tellement de mots arabes utilisés entre les Français, comme par exemple, je n'ai jamais imaginé que le mot chouïa était utilisé en France. Et parce que bon, nous, on a appris le français dans les livres, et dans les livres, il n'y a pas de ça. Alors, il n'y avait pas de « il a le seum », il n'y avait pas de chouïa, il n'y avait pas de… bon, le fait d'inverser les lettres comme ça, pour arabe, on dit beurre ou rebeu, pour femme, on dit meuf. Voilà, tout ça, c'était vraiment nouveau pour moi quand je suis arrivée. Alors maintenant, quand tu as dit, Christine, que tu utilisais, quand tu étais petite, tu utilisais le mot chouïa, pour moi, c'est une surprise. Je croyais que c'était les adolescents d'aujourd'hui qui ont fait cette évolution-là.
Moi, je pensais même que c'était une espèce de régionalisme de mes parents, quelque chose comme un mot auvergnat oublié, et qu'on prenait toujours un petit chouïa de quelque chose. Et j'ai su très très tard que c'était un mot arabe. Ça a été une grande surprise pour moi aussi. Ah bon. Alors, il y a Sama qui proposait le mot bled aussi, qui est complètement rentré dans la culture et dont on oublie complètement le sens. Merci pour cette précision. Alors, je vois que Catherine a levé la main de nouveau. C'est avec plaisir que je lui donne la parole. Oui, merci. Juste 2 mots pour confirmer que chouïa, moi, je le connaissais aussi très, très jeune. Bon, c'est pas un terme qu'on utilisait chez nous à la maison, mais j'avais un prof de maths qui l'utilisait tout le temps, donc un chouïa par-ci, un chouïa par-là, bon. Et donc le mot était connu, hein. Et Maboule aussi. Par contre, Maboule, j'ai jamais connecté que c'était d'origine arabe. Mais Maboule, ouais, t'es Maboule. Alors que maintenant, les jeunes disent plutôt t'es ouf, mais bon. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi, il y a plein de termes très jeunes comme ça. Vu que je vis pas régulièrement en France, des fois j'ai des chocs culturels quand j'arrive en France parce que j'entends des gamins qui disent «Oh, t'es ouf, toi, la première fois». J'ai dit «Mais c'est quoi ça?» Donc, voilà. Mais Maboule, c'est très vieux, en fait, aussi. Voilà, c'était tout. Et puis avec bled, effectivement, c'est un mot qui est très lié, le bled. Je pense que c'est très lié aussi avec l'Algérie. Donc, bien sûr, déformé. Et puis, il y a aussi beaucoup de mots d'argot, en fait, comme quand on dit un kleb. Un kleb, c'est un chien. Et c'est pareil, hein, ça vient de l'arabe aussi. Donc, j'ai pensé à ça là, maintenant. Voilà. Merci. C'est tout. Jean-Louis voulait rebondir. Oui, effectivement, la France et l'Algérie, la France et le Maghreb, c'est une histoire douloureuse, longue, et effectivement, le colonialisme a permis l'importation de mots qui ensuite se sont diffusés. Alors, moi, si on parle maintenant des mots français, des mots arabes qui se sont invités chez la langue française, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mots français qu'on utilise. Je parle de l'Égypte, qu'on utilise en Égypte, et surtout dans tout ce qui concerne les voitures, par exemple le volant, on dit direction pour direction, hein. Sedam pour le pare-choc. Il y a le pare-brise, c'est brise, voilà. Alors, il y a beaucoup le radiateur, il est là, radiateur, il y a beaucoup de mots français qui sont utilisés tout le temps, tous les jours, par les Égyptiens. Et il y a pas mal d'Égyptiens qui ne savent pas qu'ils parlent français, finalement. Ils sont francophones sans le savoir. Et moi, je trouve que vraiment, ce sont des mots qui rapprochent. Que, finalement, on veut s'exprimer, alors on emprunte ce mot de cette langue et on prête un autre, et ce qui enrichit, ce qui ne nous fait pas perdre l'identité, comme on le dit, hein, parfois. Alors, je crois que Marois, je voudrais intervenir. Oui. Oui, moi, je suis surtout… Là, vous m'entendez? Oui. J'aimerais bien savoir d'où vient l'origine du terme chicha. Parce qu'à ma connaissance, dès le plus jeune âge, je n'ai pas grandi dans les pays arabes. J'ai plutôt grandi dans la culture francophone, on va dire. Donc, ma première langue est censée être l'arabe, mais c'est le français. Donc, j'aimerais bien qu'on discute un peu du terme langue maternelle. On en reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais depuis mon plus jeune âge, on utilisait toujours le terme narguilé ou arguilé, que ça soit en arabe ou en français. Je ne sais pas d'où vient le terme chicha, parce que l'Égypte, comme les pays du Maghreb, ont intégré ce terme en France. Et je me suis rendu compte que le mot chicha apparaissait davantage que le terme arguilé ou narguilé. Voilà, si quelqu'un peut un peu débattre ou a une petite culture là-dessus ou partager. Alors, je suis la dernière à pouvoir aider là.
Là, pour l'instant, on va poser. Aucune idée non plus, franchement. Alors, Catherine, Genre, qui voulait parler? Je n'ai pas bien vu. Alors, comment dire, juste pour rebondir, moi je le savais pas, mais il y a mon mari qui suit très discrètement comment dire, notre conversation, et il me dit que chicha en fait c'est turc, c'est d'origine turque. Ah bah merci quand même. Alors, Voilà. je sais pas, voilà, moi je le savais pas. Et Jean-Loup. Le truc, c'est que, par exemple, ça c'est un peu familial, mais ma belle-mère, qui n'était pas du tout francophone, elle disait toujours un bout, et en fait, c'est une déformation du français un peu, ou petit peu, un peu. Ah. Et voilà, donc je pense que bon, il y a eu beaucoup de, comment dire, il y a une très très grande présence française. Et les francophones, les Égyptiens francophones, hein, la francophonie en Égypte, c'est une tradition, c'est tout le 19e siècle. Toute l'aristocratie, toute la bourgeoisie était francophone en fait. Donc ça a laissé des traces dans la culture égyptienne. Et il y a énormément de mots, effectivement, comme disait Amal, qui sont passés dans le langage courant. Même si les gens savent plus en fait que ça vient du français ou qu'il y a eu des déformations, mais des déformations phonétiques, disons, ou de prononciation. Mais effectivement, il y a quand même, si on veut, étudier l'impact du français en Égypte. J'ai un petit peu travaillé là-dessus. C'est effectivement qu'il y avait quand même non seulement une présence française, mais un amour de la France et de la francophonie en Égypte, et notamment jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était extrêmement fort. Et bien sûr, il y a énormément d'écoles francophones, et il y avait vraiment un amour de la langue française et de la culture française. De même qu'en France, d'ailleurs, il y avait l'égyptomania depuis le XIXe siècle aussi. Donc, il y avait une sorte d'échange culturel et donc linguistique. Donc, voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Alors, nous sommes presque à la fin de notre temps imparti. Donc, Jean-Louis veut prendre la parole, et on sait que ça va être d'emblée intéressant, donc on a hâte. Ensuite, je ferai une conclusion et puis ce sera au tour d'Amal. Non, disons que peut-être pour la chicha, pourrait-on y voir le verlan d'Achiche, tout simplement par resuffixation argotique après troncation. Je savais que ça allait être complexe. Alors, on enlève la fin du mot et on inverse les deux premières syllabes. D'accord. Beaucoup plus simplement. Merci en tout cas pour toutes ces interventions très riches, ces rebonds, ces pensées jaillissantes qui nous ont fait partir de mots assez négatifs, puisque je vous rappelle que le point de départ, c'était quand même discrimination, islam, djihad, terrorisme, mais qu'on est allé en passant par des choses plus légères comme le zénith, le seum, le kiff ou les rebeux ou le gilet, vers quelque chose de très lumineux comme l'amour. Je n'ose pas mettre la chicha dans les mots positifs, mais enfin, on est allé vers une élévation qui montre que les mots racontent des histoires. Ils racontent peut-être les histoires des vainqueurs. En tout cas, les traditions changent, les perceptions changent, les cultures font qu'on ne reçoit pas de la même façon, que les mots sont évolutifs, et que j'ai beaucoup aimé cette parole-là. Ils ont une généalogie commune et il est peut-être bon de s'en souvenir. Amal, si le mot de la fin te revient. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup de ces échanges. C'est vraiment très riche. Vous avez aidé et orienté l'équipe Regard Neuf pour pouvoir élaborer vraiment une liste très riche de mots. Et cette liste, elle sera étudiée par notre prochain invité pour la séance du 14 avril. Nous allons inviter Monsieur Walid El-Khachab. Il est professeur d'études arabes à l'Université York à Toronto, au Canada.
Et normalement, après cette liste longue et riche, on va faire 2 séances, pas une, pour pouvoir parler des mots qui nous rassemblent et des mots qui nous séparent. Il va nous expliquer les racines de ces mots, l'histoire de ces mots. Et je suis sûre que le webinaire prochain va être très intéressant, pas moins intéressant que de cette rencontre conviviale et sympathique et ce moment vraiment génial qu'on a passé avec vous. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis très belle soirée et merci et à la prochaine. Au revoir, bonne soirée.